Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette émission un peu autrement, tout simplement parce que le sujet dont nous allons parler nécessite peut-être un peu plus de présence et moins de réponses toutes faites. Alors j'ai envie de vous proposer de vous installer confortablement, peut-être de vous prendre un café, un thé, une boisson fraîche, en tout cas de prendre un moment pour vous. Et imaginez que nous sommes toutes les deux assises dans le même salon et que nous entamons une conversation autour d'un sujet dont on parle de plus en plus, qui est la périménopause, la ménopause, la post-ménopause, et tout ce que cette traversée vient parfois bouleverser dans notre rapport au corps, au désir, à la féminité, à l'intimité. Or, je trouve que c'est une bonne chose qu'on en parle de plus en plus parce que c'est resté longtemps sous silence. Ou alors on en parlait à demi-mot, parfois avec gêne, parfois avec dérision, parfois avec peur aussi, comme si la ménopause signait un peu une fin, comme s'il y a quelque chose qui allait disparaître. Comme si, passé un certain âge, le corps des femmes n'était plus digne d'être compris, regardé, écouté, désiré. Aujourd'hui, heureusement, beaucoup de choses changent. Des médecins, des gynécologues, des chercheuses, des sages-femmes, des femmes elles-mêmes d'ailleurs qui parlent, qui prennent la parole. Elles parlent des hormones, des symptômes, du sommeil, des traitements, de la santé globale, et c'est vraiment précieux. Mais dans cet épisode, je n'ai pas envie de reparler des mêmes choses qui d'ailleurs a déjà été bien explorées, bien exploitées ailleurs. Je vous proposerai d'ailleurs quelques références à la fin de cet épisode pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre regard. Mon regard de sexologue clinicienne, mon regard de thérapeute psychocorporelle, mon regard de thérapeute de l'intime, mais aussi mon regard de femme. Une femme de 53 ans qui est elle-même aussi traversée par cette période. Je ne vous parle donc pas depuis un savoir qui serait au-dessus de vous, je vous parle depuis un lieu de rencontre, celui de la professionnelle qui accompagne des hommes, des femmes, des couples autour du désir, de l'intimité, de la communication, de la sexualité, et celui de la femme que je suis qui, elle aussi, sent bien que quelque chose se transforme. Parce qu'au cabinet, les femmes ne viennent pas seulement me parler des hormones, elles viennent souvent avec une phrase très percutante « Je ne me reconnais plus ». Et je pense que cette phrase contient tout. Je ne me reconnais plus dans mon corps, dans mon énergie, dans mon désir. Je ne me reconnais plus dans mon sommeil, dans mon irritabilité, dans mon rapport à l'autre, dans ma manière d'agir, de réagir. Je ne me reconnais plus non plus dans le miroir. Vous savez, parfois, le matin, devant le miroir où le jean ne ferme plus, on se sent plus engoncé, plus serré dans les vêtements. Ou alors on a une mine fatiguée, on est plus vite irritable. Parfois, c'est une sensation de ne plus avoir accès au même élan. Et puis parfois encore, cette question plus intime, suis-je encore désirable ? Alors bien sûr, il y a les hormones, les tissus, les cycles, la dimension physiologique, mais il y a aussi tout ce qui touche à notre rapport à l'image, à la maternité, à l'âge, à la sexualité, à notre histoire, à notre manière de nous vivre femmes, de nous sentir vivantes, à notre manière d'entrer dans l'intimité. Et c'est cela que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Pas pour vous dire comment il faudrait vivre cette période, pas pour vous la présenter non plus comme une période absolument merveilleuse, ni vous la présenter comme absolument catastrophique, mais pour ouvrir un espace plus juste, parce qu'une femme n'est pas une autre femme. Avant de continuer, je vais poser quelques repères simples. La préménopause correspond souvent à toutes ces années où le changement commence à se manifester. Dans la sphère médicale,
La ménopause est actée au bout de 12 mois consécutifs sans menstruation. La post-ménopause désigne la période après la ménopause. Et la périménopause, elle, englobe cette grande période de transition autour de la ménopause. J'aimerais aussi préciser quelque chose qui me paraît important. Lorsqu'on parle de la périménopause, on entend souvent parler d'une liste de symptômes. Bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, baisse de désir, troubles du sommeil, prise de poids, irritabilité. Mais toutes les femmes ne vivent pas ces manifestations. En revanche, même s'il n'y a pas de symptômes marqués, la transition hormonale, elle, est bien en train de se mettre en place. C'est une étape physiologique de la vie, même si elle ne s'exprime pas de la même manière chez chacune. De la même façon que toutes les femmes ne prennent pas forcément du poids, certaines ont une génétique, une hygiène de vie ou un système hormonal qui font que leur silhouette évolue très peu. Mais l'inverse est vrai aussi. Ne pas prendre de poids ne signifie pas forcément que tout va bien. À l'inverse, si on a pris du poids, ça ne veut pas dire non plus qu'on a mal fait. En fait, la prise de poids n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de bien comprendre ce qui se passe pour cette femme-là. Comprendre ce qui se passe par rapport à son histoire, son corps, son sommeil, son alimentation, ses activités physiques, sa santé et tout simplement son rapport à elle-même. Parce qu'en réalité, il n'existe pas une périménopause. Il existe autant de périménopause qu'il existe de femmes. Certaines vont traverser cette période discrètement, d'autres vont la vivre comme une véritable tempête. Certaines vont vivre une forme de soulagement, d'autres un véritable deuil. Certaines vont se sentir plus libres, d'autres plus vulnérables. Et parfois même, tout cela coexiste en même temps. Il n'y a absolument pas de bonne manière de vivre la périménopause, il y a surtout votre propre manière. En toute humilité, avec beaucoup de patience et dans la découverte, pas à pas. Mais pour cette émission, ce ne sont pas seulement les définitions qui vont nous intéresser, j'ai plutôt envie de l'orienter autour de ces questions. Quand le corps change, comment continuer à l'habiter? Quand le désir change, comment continuer à l'écouter? Et quand les repères changent, comment rencontrer la femme que nous sommes en train de devenir? Je voudrais vous emmener dans une scène que beaucoup de femmes connaissent. Vous êtes dans une cabine d'essayage, vous prenez le même pantalon que d'habitude, votre taille, celle que vous achetez depuis des années, vous essayez de le fermer et il manque quelques centimètres. Alors là, vous inspirez, vous rentrez le ventre, vous tirez un peu plus et finalement, vous reposez le pantalon. Au fond, ce n'est qu'un pantalon. Et pourtant, pour certaines femmes, ce n'est justement pas seulement un pantalon. C'est une histoire qui raconte « je suis en train de changer ». Une autre femme me disait récemment « ce n'est pas le chiffre sur la balance qui me fait souffrir, c'est que je ne me reconnais plus ». Parce que très souvent, quand les femmes viennent me consulter, elles me parlent de leur poids. Mais en réalité, ce n'est presque jamais le poids qui fait pleurer, c'est le regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Et petit à petit, le miroir cesse d'être le compagnon. Il devient un juge. Pourtant, ce qui se joue est bien plus complexe. Bien sûr, les hormones peuvent participer à la redistribution des graisses, à une modification de la masse musculaire, à un ralentissement du métabolisme, à des troubles du sommeil ou à une augmentation du cortisol. Mais dans ma pratique, je constate autre chose. Certaines femmes prennent aussi du poids parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles vivent sous tension depuis des années, parce qu'elles ne s'autorisent jamais à ralentir, parce qu'elles mangent vite, elles dorment mal, elles portent tout,
Depuis le début de cette émission, nous avons parlé de ce qui change dans le corps. Mais j'aimerais maintenant vous parler d'une autre transformation. Une transformation beaucoup plus silencieuse. Le regard que nous portons sur nous-mêmes. Je crois que lorsque les premiers changements apparaissent, beaucoup de femmes ne regardent pas seulement leur corps. Elles commencent aussi à regarder ce qu'elles pensent de lui. Et ces deux choses sont très différentes. Parce qu'au fond, ce n'est pas toujours le miroir qui nous fait souffrir, c'est parfois le regard que nous avons appris à poser sur nous-mêmes. Dans mon cabinet, j'entends souvent des phrases comme « je ne me reconnais plus »,« j'ai pris du poids »,« je n'aime plus mon ventre »,« ma peau a changé »,« je me trouve vieille ». Et chaque fois, je me pose la même question. Est-ce que cette souffrance vient uniquement du changement du corps ou vient-elle aussi de tout ce que nous avons appris depuis des années sur ce qu'une femme devrait être ? Nous vivons dans une société qui valorise énormément la jeunesse, le corps jeune, la peau jeune, l'énergie jeune, le désir jeune, comme si vieillir signifiait forcément se perdre, comme si chaque ride était un échec et comme si chaque kilo racontait un manque de volonté, comme si le temps devait être combattu. Et à force d'entendre ces messages, beaucoup de femmes finissent par croire que leur valeur diminue lorsque leur apparence change. Et je comprends profondément cette souffrance parce qu'elle est réelle. Mais je pense également qu'elle ne vient pas uniquement du miroir. Elle vient des représentations que nous avons intégrées, parfois même depuis l'enfance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Le miroir ne raconte jamais toute l'histoire. Il montre un visage, une peau, des cheveux, une silhouette, mais il ne montre pas votre courage. Il ne montre pas votre capacité à aimer. Il ne montre pas non plus vos expériences. Il ne montre pas votre faculté à prendre soin, à créer, à transmettre. Il ne montre pas les épreuves que vous avez traversées. Il ne montre pas non plus la femme que vous êtes devenue. Et pourtant, tout cela fait aussi partie de votre beauté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait aimer chaque changement, parce que ce serait une injonction de plus, et nous en avons déjà beaucoup. Je crois simplement qu'il est possible de regarder notre corps avec un petit peu plus de curiosité, avec un peu moins de jugement, et de remplacer la question « Pourquoi mon corps est devenu comme ça ?» par une autre. Qu'est-ce que mon regard est en train de raconter ? Parce qu'au fond, le regard que nous portons sur nous-mêmes influence souvent davantage notre bien-être que le miroir lui-même. Et c'est peut-être là que commence la véritable métamorphose. Pas dans le miroir, mais dans la manière dont nous choisissons de le regarder. Je pense que beaucoup de femmes ne découvrent pas la périménopause parce qu'un jour un médecin leur aurait dit « Madame, vous êtes en périménopause », mais plutôt parce que quelque chose ne répond plus comme avant. Le sommeil devient plus léger, le corps récupère moins vite, l'humeur se modifie, le ventre change, les seins, la peau, la digestion n'est plus la même, n'est plus au même rythme. Et la libido change aussi parfois. Et très souvent, ce qui est difficile, ce n'est pas seulement le symptôme, c'est le sentiment de perdre des repères. Une femme me disait un jour « je fais tout pareil ». Je mange pareil qu'avant, je bouge pareil, je travaille pareil, mais mon corps, lui, ne répond plus pareil. Et c'est exactement ce qui peut être vraiment très déstabilisant, parce que nous avons passé parfois des années à croire que nous connaissons notre corps. Nous savions à peu près comment il réagissait, quand il était fatigué, quand il reprenait de l'énergie, quand il avait envie, quand il n'avait pas envie, quand le cycle allait arriver et quand il fallait ralentir. Et puis, à un moment donné, le langage du corps change. Et le corps ne parle plus exactement la même langue.
Ce qui fonctionnait ne fonctionne plus forcément aujourd'hui de la même manière. Ce qui passait avant ne passe plus toujours aujourd'hui et ce qui était plutôt compensé, nuancé, devient beaucoup plus éprouvant, coûteux. Et c'est peut-être là que commence la véritable traversée. Pas seulement dans les hormones, mais dans cette confrontation à un corps qui ne se laisse plus piloter de la même manière. Alors bien sûr, il y a des éléments physiologiques très réels. Les œstrogènes fluctuent, la progestérone diminue progressivement, la testostérone ne disparaît pas brutalement, mais elle peut aussi varier avec l'âge et le sommeil peut devenir plus fragile. Quant au cortisol, le stress, la fatigue chronique, l'insuline, la masse musculaire, tout cela peut jouer. Mais ce que j'aimerais vraiment transmettre ici, c'est que le corps ne répond pas seulement aux hormones. Il répond aussi à la vie que nous menons. Il répond aux années de surcharge, aux émotions retenues, aux nuits trop courtes, aux responsabilités portées trop longtemps, à la charge mentale, à la pression de devoir continuer, à l'habitude de s'adapter. Et parfois, à cette période de vie, le corps devient moins silencieux. Il ne veut plus être mis de côté. Comme si le corps ne voulait plus seulement être efficace, il ne veut plus seulement fonctionner, il demande à être entendu. Je pense à ces femmes qui ont tout porté pendant des années. Le travail, la maison, les enfants, le couple, les parents vieillissants, la disponibilité émotionnelle, la disponibilité sexuelle parfois aussi. Et puis un jour, le corps dit « je ne peux plus continuer exactement comme ça ». Derrière, il y a parfois un message beaucoup plus profond, comme si le corps disait « je ne peux plus vivre autant contre moi-même ». Et c'est là que notre regard peut changer. Parce qu'on peut vivre cette période comme une panne, comme une défaillance, comme une perte de contrôle, ou on peut commencer à le regarder comme une réorganisation. Une réorganisation inconfortable, oui, parfois très difficile, mais une réorganisation quand même. Comme l'adolescence en fait, d'une certaine manière. À l'adolescence, le corps change, les émotions débordent, l'identité cherche les repères, ça se déplace. Or, on ne devient pas adolescent parce qu'on l'a décidé. On traverse ce passage parce que le vivant nous y emmène. Et je crois que la périménopause est aussi un passage. Un passage que certaines femmes ressentiront à peine et que d'autres vivront avec beaucoup plus d'intensité. Et peut-être que l'enjeu n'est pas de revenir absolument à l'état d'avant, mais peut-être que l'enjeu est d'apprendre à écouter ce qui se transforme. Et je trouve qu'il y a une question très importante à laisser résonner ici. Quand mon corps change, est-ce que je l'écoute comme un ennemi ou est-ce que je peux commencer à l'écouter comme un message? Ce n'est pas une question simple. Parce que lorsqu'on souffre, lorsqu'on dort mal, lorsqu'on ne se reconnaît plus, il est tout à fait naturel de se sentir en colère, voire démuni. Il est normal d'avoir peur, il est normal de vouloir retrouver son corps d'avant, mais peut-être qu'une partie du chemin consiste justement à ne pas rester seul avec cette colère ou cette peur. À se faire accompagner, à chercher des informations fiables, à s'intéresser, à consulter également lorsque c'est nécessaire et à ne pas banaliser ce qui nous fait souffrir. À ne pas se dire non plus « c'est normal, c'est l'âge, il faut supporter ». Non, il ne s'agit pas de supporter, il s'agit de comprendre, d'accompagner, d'ajuster et de prendre soin. Et dans cette prise de soin, il y a bien sûr des dimensions médicales, hormonales, nutritionnelles, corporelles, mais il y a aussi une dimension plus intime. Comment je parle à mon corps, comment je le regarde, comment je l'habite. Est-ce que je lui demande encore de fonctionner comme avant? Ou est-ce que je peux commencer à chercher avec lui
une autre manière de vivre. Et je crois que c'est exactement là que la périménopause devient un sujet profondément sexologique. Parce que la sexualité ne commence pas dans le lit. Elle commence dans la manière dont nous habitons notre corps. Lorsque le corps change de langage, la sexualité, elle aussi, va souvent demander à être écoutée autrement. Peut-être arrivons-nous maintenant dans un sujet qui fait le plus peur parce qu'il est encore beaucoup entouré de silence, voire de tabous, c'est-à-dire notre sexualité. Il arrive régulièrement que les femmes baissent un petit peu le ton de la voix quand elles abordent ce sujet. Comme s'il y avait encore une forme de honte ou comme si elles étaient les seules à vivre ça. Et pourtant, je peux vous dire que c'est probablement l'une des questions que j'entends le plus régulièrement dans mon cabinet. Est-ce que c'est normal de ne plus avoir envie? Est-ce que c'est normal que mon corps ne réagisse plus comme avant? Est-ce que c'est normal que les rapports soient devenus inconfortables? Est-ce que c'est normal que je me sente moins désirable? Et ma première réaction est souvent la même, et c'est de leur dire qu'elles ne sont pas seules, que vous n'êtes pas seules et que vous n'êtes pas anormal. Ce que j'aimerais vous proposer ici, c'est de changer légèrement de point de vue. Parce que nous avons souvent appris à penser la sexualité comme quelque chose qui devrait fonctionner naturellement. Comme si le désir devait apparaître spontanément, comme si l'excitation devait être immédiate, comme si le corps devait répondre toujours sans hésitation, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Et cela est vrai à tout âge et encore davantage pendant la période de la périménopause. Une femme me disait récemment en consultation « J'ai l'impression que mon désir a disparu ». Alors je lui ai demandé « Quand vous dites qu'il a disparu, qu'est-ce qui vous manque exactement ?» Et là, elle est restée quelques instants silencieuse. Puis elle m'a répondu « Ce qui me manque, c'est de ressentir cet élan spontané que j'avais avant. » Et cette nuance est essentielle parce que ce n'est pas tant le désir qui disparaît, c'est plutôt sa manière de se manifester qui peut se modifier et se transformer. Pendant longtemps, on a imaginé que le désir fonctionnait toujours de la même manière. Une envie apparaît, le corps suit, puis vient l'excitation. Or, aujourd'hui, la recherche en sexologie nous montre que ce n'est pas si simple. La sexologue Rosemarie Basson a notamment proposé un modèle qui correspond à ce que beaucoup de femmes vivent. Le désir ne précède pas toujours l'intimité. Il peut naître au cours de la rencontre, parce qu'on se sent regardé avec tendresse par exemple, mais aussi parce que le corps se sent en sécurité, parce qu'il n'y a pas de pression. Et là, le corps peut retrouver une disponibilité intérieure. Autrement dit, le désir devient souvent plus contextuel, moins automatique, et ce n'est absolument pas un dysfonctionnement, c'est une autre manière de fonctionner. Cependant, cette évolution se heurte à un autre phénomène, la comparaison. Avant, j'étais différente, avant, j'avais plus envie, avant, tout était plus simple. Et je me demande souvent si nous ne souffrons pas davantage de cette comparaison que des changements eux-mêmes. Parce qu'à force de regarder en arrière, nous oublions de rencontrer le corps qui est là aujourd'hui. Parallèlement à ça, on peut rencontrer également des changements très concrets. La lubrification peut devenir plus lente, les tissus vaginaux plus fins, plus fragiles. Certaines femmes ressentent des brûlures, une sécheresse, des irritations, parfois même des douleurs lors de la pénétration. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Rappelons-nous que la douleur ne doit jamais être banalisée. Elle n'est pas dans la tête, elle mérite d'être entendue et d'être explorée. Elle mérite vraiment d'être accompagnée. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il existe énormément de possibilités pour prendre soin de cette intimité. Qu'elle soit médicale, qu'elle soit hormonale, locale, corporelle, énergétique, psychosexologique ou même relationnelle. Il n'y a pas qu'une seule réponse. Il y a des réponses plurimodales et adaptées à chaque femme. Et puis, il y a encore une autre remarque que j'entends souvent. Mon corps ne répond plus. Cette phrase mérite d'être transformée. Et si votre corps répondait encore, mais dans une autre langue? Pendant des années, il vous a parlé d'une certaine manière.
Aujourd'hui, il vous parle autrement. Il demande peut-être plus de lenteur, plus de présence, plus de douceur, plus de temps, plus de sécurité et surtout moins de performance, moins d'obligations, moins de comparaison. Et peut-être même plus de curiosité, parce que la sexualité, ce n'est pas uniquement ce que le corps fait. Elle est aussi et surtout la relation que nous entretenons avec lui. C'est peut-être ça, au fond, que cette période vient nous apprendre. Non pas à retrouver la sexualité d'avant, mais à inventer celle d'aujourd'hui. Et lorsque la sexualité change, ce n'est pas seulement la femme qui est concernée. Le couple, lui aussi, est invité à se réinventer. Ce n'est pas seulement notre sexualité qui est invitée à évoluer. C'est surtout notre manière d'habiter notre intimité. Parce qu'avant de réinviter une relation avec l'autre, il nous faut parfois réinventer la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et j'ai mis l'hypothèse que c'est là que commence le véritable voyage. Lorsque les changements s'installent, beaucoup de femmes cherchent spontanément à retrouver ce qu'elles avaient auparavant. Le corps d'avant, le désir d'avant, la spontanéité d'avant, comme si le bonheur se trouvait forcément derrière elles. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui serait réellement à regretter? Le corps, la sexualité, l'image que nous avions de nous-mêmes? Je me demande souvent si la véritable difficulté ne se trouve pas là. Pas dans les transformations, mais dans notre difficulté à laisser partir une image de nous-mêmes. Une image qui est parfois même idéalisée. Une image qui ne laisse aucune place au temps. J'aime appeler ça la femme imaginaire. Vous savez, cette femme qui ne vieillirait presque pas, qui resterait toujours disponible, toujours séduisante, toujours spontanée, toujours capable de répondre aux attentes. Je présume que beaucoup d'entre nous portent en elle cette femme imaginaire sans même en avoir conscience. Et sans nous en rendre compte, on passe énormément d'énergie à essayer de la retrouver. Pourtant, faire le deuil de cette femme imaginaire ne signifie pas renoncer. Ce n'est pas renoncer à sa féminité. Ce n'est pas renoncer au désir ni au plaisir. C'est simplement reconnaître que la vie nous transforme et qu'aucune personne, aucune femme ne reste exactement la même tout au long de son existence. Je trouve cette idée profondément libératrice. Alors une autre question peut apparaître, et si l'enjeu n'était pas de retrouver l'intimité d'avant, mais plutôt d'inventer celle d'aujourd'hui? Une intimité qui respecte davantage notre rythme, notre histoire, notre énergie, nos limites, nos envies. Une intimité où la lenteur retrouve toute sa place, où la présence deviendrait plus importante que la performance, où les caresses pourraient reprendre la place qu'elles n'auraient jamais dû perdre, où le plaisir cesserait d'être un objectif pour redevenir une rencontre. Je repense souvent à cette femme qui m'avait dit « Je crois que je n'aime plus faire l'amour ». Or, en prenant le temps d'explorer, nous avons découvert que ce n'était pas que son désir qui avait disparu, c'était plutôt les conditions qui lui permettaient de le rencontrer. Et petit à petit, au fur et à mesure du cheminement, elle a cessé de chercher à retrouver celle qu'elle avait été. Et elle a commencé à apprendre ce qu'elle était devenue. C'est là que quelque chose a commencé à recirculer. Je reçois également des femmes qui rencontrent une liberté nouvelle à 50 ou à 60 ans, voire 70 ans, parce qu'elles osent davantage dire non, mais aussi dire oui. Elles connaissent mieux leur corps, leurs limites, leurs besoins, et elles ne cherchent plus autant qu'avant à correspondre à un modèle, et elles s'autorisent enfin à être elles-mêmes. Et je trouve cela profondément beau, parce que ça nous rappelle que la sexualité n'a pas un âge idéal, elle continue simplement de grandir avec nous. Et lorsque nous commençons à habiter autrement notre intimité, quelque chose peut également changer dans la relation. Parce que cette traversée n'est jamais seulement celle d'une femme, elle concerne aussi le couple. Elle invite parfois deux personnes à apprendre un nouveau langage. Celui où on peut dire « je découvre mon corps autrement, est-ce que tu peux m'accompagner ? Est-ce que tu peux aussi transformer ton regard ? Est-ce que tu peux m'aider ?»
Est-ce que tu peux le découvrir avec moi? À mon sens, ces propos ouvrent beaucoup plus de portes que de silence ou de nostalgie. Lorsque nous cessons de courir après la femme que nous pensions devoir rester, une autre question apparaît, une question plus profonde encore. Si je ne suis plus tout à fait la femme que j'étais, alors qui suis-je en train de devenir? Et c'est précisément ce que la périménopause vient nous inviter à découvrir. Comme si la sexualité devait rester identique tout au long de notre vie. Comme si le désir avait l'obligation de se manifester toujours de la même manière. Si l'on y réfléchit, est-ce que c'est cela que nous avons réellement vécu jusqu'à présent? Notre sexualité de 20 ans ressemblait-elle à celle de nos 30 ans? Étions-nous les mêmes après une grossesse, après une séparation, ou un deuil, ou après une maladie, ou encore après l'arrivée des enfants, ou même après un burn-out? Bien sûr que non. Notre sexualité a toujours évolué. C'est simplement que nous ne l'avions jamais regardée de cette manière. Nous venons de parler de la manière dont notre intimité peut évoluer, de cette nécessité parfois de ne plus chercher à retrouver la sexualité d'avant, mais d'inventer celle d'aujourd'hui. Et lorsque ce mouvement commence, il arrive qu'une autre question apparaisse, une question beaucoup plus profonde, une question qui dépasse le corps, qui dépasse même la sexualité, une question qui touche à notre identité. Si je ne peux plus me définir par ce que mon corps pouvait produire, alors sur quoi repose aujourd'hui mon identité? Je crois que cette question traverse la vie de nombreuses femmes, parfois sans même qu'elles puissent le formuler, parce que pendant longtemps, nous construisons notre identité autour de plusieurs repères. Notre corps, notre jeunesse, notre métier, notre couple, nos enfants parfois, notre capacité à prendre soin, à répondre aux attentes, à tenir, voire à être présente pour tout le monde. Et puis, sans forcément nous y attendre, plusieurs de ces repères commencent à évoluer en même temps. Le corps change, les enfants grandissent, quittent la maison, les parents vieillissent et le couple se transforme. Notre rapport au travail évolue, nos priorités changent et notre regard sur le temps se modifie également. Et soudain, une question apparaît. Qui suis-je lorsque tout cela change? La périménopause rend cette question particulièrement visible parce qu'elle s'inscrit aussi dans une réalité biologique. Progressivement, la fertilité s'éloigne et avec elle, quelque chose se referme. Je préfère parler de la fin d'une possibilité plutôt que du deuil de la maternité, parce que toutes les femmes ne sont pas mères et toutes ne souhaitent pas forcément le devenir. Et toutes n'ont pas vécu cette histoire de la même manière. Et pourtant, même si le désir d'enfant n'est plus présent, il peut se passer quelque chose à l'intérieur. Parce que le corps sait, il sait qu'une saison est en train de s'achever et cette conscience peut réveiller beaucoup d'émotions. De la tristesse, du soulagement, de la nostalgie, parfois même les trois en même temps. Et il n'existe pas une bonne manière de vivre cela. Il existe uniquement votre histoire. Je crois aussi qu'il est important de reconnaître que nous ne faisons pas seulement le deuil d'une fonction biologique. Nous faisons parfois le deuil d'une période de vie, de certaines projections, de certaines certitudes, et c'est profondément humain. Nous ne pleurons pas uniquement ce qui disparaît, nous pleurons parfois ce qui aurait pu être, ou simplement la conscience que certaines portes ne s'ouvriront plus. Reconnaître tout ça, ce n'est pas rester tourné vers le passé. C'est juste donner une place à ce qui a compté pour pouvoir continuer à avancer. Mais peut-être que cette période nous offre aussi une autre possibilité. Une possibilité que nous regardons moins souvent,
Comme je l'évoquais dans les chapitres précédents, pendant longtemps, nous avons cru que notre valeur reposait sur ce que notre corps pouvait faire. Être fertile, être disponible, être performante, répondre aux attentes, comme si notre identité dépendait de ses capacités. Et si ce n'était pas le cas? Et si cette période, justement, nous invitait à déplacer le centre de notre identité, à ne plus nous définir par ce que notre corps produit, mais plutôt par la femme que nous sommes. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait une femme? Est-ce sa fertilité, son âge, son apparence, sa capacité à donner la vie? Je ne le crois pas. Je crois qu'une femme se construit bien au-delà de tout ça, dans sa manière d'aimer, de transmettre, de créer, d'accompagner, de choisir aussi, de se relever, de continuer à grandir. Et ça, aucune transition hormonale ne peut le lui enlever. Il y a d'ailleurs une phrase que j'entends parfois dans mon cabinet, une phrase toute simple. C'est « je n'ai plus envie de faire semblant ». Et je la trouve profondément émouvante, parce qu'elle ne parle pas forcément de fatigue, elle parle d'authenticité. Comme si elle nous susurrait à l'oreille « à présent, tu peux peut-être arrêter d'être celle que tu pensais devoir être et enfin commencer à devenir celle que tu es ». Alors j'aimerais vous laisser avec cette question, non pas pour que vous trouviez une réponse immédiatement, mais pour qu'elle vous accompagne. Peut-être notamment pendant les jours qui viennent, ou peut-être dans les semaines. Si je ne suis plus tout à fait la femme que j'étais, alors qui suis-je en train de devenir? J'ai l'intime conviction que la périménopause ne nous enlève pas notre identité. Elle nous invite simplement à nous redécouvrir autrement. Peut-être avec davantage de liberté, davantage de vérité et peut-être davantage de douceur envers nous-mêmes. Et lorsque cette rencontre commence, quelque chose s'invite peu à peu à s'apaiser. Nous cessons progressivement de lutter contre notre corps et nous pouvons commencer à marcher avec lui. Et c'est cette réconciliation que je vous propose maintenant d'explorer ensemble. Depuis le début de cette émission, nous avons beaucoup évoqué ce qui se modifie. Et finalement, tout ça nous conduit à une dernière question. Comment continuer à habiter pleinement ce corps qui poursuit son chemin? Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont entretenu une relation plutôt exigeante avec leur corps. De suivre notre rythme, de ne pas prendre trop de place lorsqu'il souffre, comme si nous étions là pour le diriger. Alors qu'en réalité, nous passons notre vie ensemble. Et lorsque ce corps change, notre premier réflexe, c'est souvent de lutter, voire de redevenir comme avant. Comme si revenir en arrière était la seule manière d'aller bien. Pourtant, quand on observe, on pourrait dire que chaque expérience importante laisse une empreinte. Alors pourquoi la périménopause ferait-elle exception? Elle aussi fait partie de notre histoire. Or, elle ne vient pas interrompre notre vie, elle est juste une étape. La question n'est donc plus comment retrouver mon corps d'avant, mais plutôt comment prendre soin du corps qui est le mien aujourd'hui. Cette question change fortement notre manière de nous regarder. Elle ne cherche plus à réparer, elle cherche à rencontrer. Faire alliance avec son corps, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas dire que tout est facile. Ce n'est pas abandonner l'idée de prendre soin de soi. C'est partir de la réalité. Juste écouter ce qui est là, puis choisir la réponse la mieux ajustée. Parfois, ce sera davantage de mouvement, parfois davantage de repos, parfois un traitement, parfois une rééducation, parfois une consultation, parfois simplement le besoin de ralentir. Il n'existe pas une seule manière de prendre soin de soi. Il existe celle qui répond à vos besoins, à votre histoire.
J'aimerais maintenant vous proposer un temps de réflexion, pas un exercice à réussir, plutôt une rencontre avec vous-même. Si vous avez envie, prenez un carnet, offrez-vous un moment de calme et surtout laissez venir les réponses sans chercher à bien faire. Vous pourriez vous demander qu'est-ce que mon corps essaie peut-être de me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je continue à lui demander qu'il ne peut plus porter? De quoi ai-je profondément besoin en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de préserver? Qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi? Comment ai-je envie d'habiter mon intimité aujourd'hui? Prenez votre temps. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement les vôtres. Et elles évolueront probablement parce que vous évoluez. Et c'est avec cette femme-là que nous allons continuer notre chemin. Autant apprendre à la connaître, à l'écouter, à la respecter, à prendre soin d'elle. Une image me vient. Imaginez deux personnes qui marcheraient côte à côte depuis toujours. Parfois elles avancent au même rythme, parfois l'une ralentit, l'autre s'impatiente. Puis elles apprennent à retrouver un pas commun. Je crois que notre relation avec notre corps ressemble un peu à cela. Pendant longtemps, nous avons marché devant lui, en voulant décider pour lui. Aujourd'hui, nous pouvons décider de marcher avec lui. Et ce n'est pas la même chose. Si je pouvais vous donner juste une seule idée avant de terminer ce chapitre, ce serait celle-ci. Votre corps n'est pas devenu votre ennemi. Il reste votre compagnon de vie. Celui qui vous accompagne depuis votre premier souffle. Celui qui a traversé chacune de vos joies, chacune de vos blessures, chacune de vos transformations. Et aujourd'hui encore, il continue à faire de son mieux. Et très certainement, cette alliance est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Avant de nous quitter, j'aimerais simplement vous parler quelques instants, non plus pour vous transmettre des connaissances, mais pour vous parler simplement de femme à femme. J'avais simplement envie de vous dire merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Chaque femme que j'ai la chance d'accompagner en consultation ou à travers ces vidéos sur YouTube m'apprend quelque chose. Je m'en nourris. Alors bien sûr, je transmets des connaissances, des outils, une expérience, mais je reçois aussi énormément. Votre histoire, vos questionnements, vos doutes, votre courage nourrissent énormément ma pratique et la femme que je suis. Comme beaucoup d'entre vous, je traverse aussi la périménopause. Alors il y a des jours où tout semble plus simple et d'autres où mon corps, mes émotions, où les changements sont beaucoup plus inconfortables. Je n'ai pas toutes les réponses et moi-même je continue également à chercher, à comprendre et à trouver davantage d'apaisement. Si cette vidéo a pu vous aider à vous sentir un peu moins seule, un peu mieux comprise ou un peu plus douce envers vous-même, alors elle aura rempli pleinement sa mission. Au fond, je crois que la vie nous invite sans cesse à traverser des saisons. Il y a des périodes de stabilité, d'autres plus mouvementées. L'essentiel n'est peut-être pas d'éviter les hauts et les bas. De toute façon, je pense que c'est sincèrement impossible, mais plutôt d'apprendre à les traverser avec davantage de confiance, de douceur et de respect pour soi. Alors avant de nous quitter définitivement, j'avais envie de vous partager quelques ouvrages qui ont nourri cette émission et ma réflexion. Je ne vais pas vous les présenter ici comme des vérités, mais plutôt comme des lectures qui m'ont aidé à mieux comprendre cette période. Peut-être que certaines de ces lectures résonneront également pour vous. Un premier ouvrage avec La fabrique de la ménopause. J'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'il nous invite à prendre du recul. En fait, il nous montre que notre regard sur la ménopause est aussi construit
par notre culture et notre société. Je considère que c'est vraiment une lecture qui ouvre la réflexion. Quant à Ménopause, Métamorphose, ce livre m'a particulièrement touchée par son regard qui est profondément humain. Au-delà de la transformation hormonale, ce livre nous invite à considérer cette période comme une transformation profondément intérieure. Quant au livre La périménopause, si vous cherchez un ouvrage plutôt clair, concret, assez accessible, pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, c'est probablement celui que je pourrais vous conseiller en premier, parce qu'il apporte beaucoup de repères pratiques. Habiter son utérus est également un livre que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'il propose une autre manière de renouer avec le corps. J'ai beaucoup apprécié également le passage où l'autrice propose toute une symbolique dans notre corps sur chaque hormone. En tout cas, tout ça, ça nous invite à beaucoup de douceur, à une meilleure écoute et plus de présence à soi. Quant au bouquin Utérus, une histoire intime, ce livre m'a passionnée parce qu'il raconte l'histoire de l'utérus à travers les siècles. Il permet de comprendre comment certaines croyances autour du corps des femmes se sont construites au fil du temps. Merci du fond du cœur d'avoir été là et surtout prenez soin de vous.